Nel suo libro sono portanti i riferimenti alla fenomenologia, all'ermeneutica e al loro rapporto, mentre si accenna solamente alla metafisica. Che ruolo può avere ancora la metafisica dopo una tradizione fiorente con la scolastica, la neoscolastica, specialmente in ambito teologico? Alors, merci pour votre question, qui est une question très importante, une question massive. Alors, je répondrai d'abord, quand on fait référence à la métaphysique, qu'est-ce qu'on entend par métaphysique? Le premier point que je voudrais souligner, c'est que j'utilise le mot métaphysique dans Passer le Rubicon, puisque à la fin du livre, vous avez enfin un retour à la métaphysique, mais un sens du mot métaphysique qui s'appuie sur l'étymologie métaphysis, la traversée de la physis. Donc la métaphysique pour moi, c'est l'acte de pâtir et de passer. Et donc je prends d'abord la métaphysique comme une expérience, je dirais quasiment christique, qui est l'expérience de la traversée du monde, la traversée de la nature, la traversée de la physis, y compris biologiquement, pour eh bien, la récapituler, la transformer dans le Christ, si on parle de théologie. Bien. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point que je veux souligner, je suis d'abord dans ma tradition et après je vous parlerai de la scolastique, c'est que l'idée heideggerienne du dépassement de la métaphysique est une idée dépassée, ce que j'appelle dépasser le dépassement. Et là, il y a un conflit de génération, pas vraiment un conflit, mais une différence de génération. J'ai été éduqué dans le dépassement de la métaphysique, voilà, par cette génération qui m'a précédé, de Jean-Luc Marion, Jean-Louis Chrétien, Jean-Yves Lacoste, cette génération-là, qui est une génération qui est dans les années, qui a étudié dans les années 68-70 et qui a, à la suite de Heidegger et de Beaufray, a pensé à ce dépassement de la métaphysique qui a été très fécond, hein, parce qu'il a permis de sortir de catégories un peu sclérosées. Voilà. Donc ça a été fécond. Le problème, c'est que l'ontothéologie n'existe pas, tout le monde le sait. C'est simplement, c'est simplement une, une dérive, enfin pas une dérive, une structure que Martin Heidegger a trouvée chez un pseudo Duns Scott qui s'appelle Thomas Derfoot. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en France? Aujourd'hui en France, nous vivons ce que j'appellerais un retour de bâton. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les métaphysiciens sont encore plus violents vis-à-vis des phénoménologues que les phénoménologues n'étaient violents vis-à-vis des métaphysiciens. Hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les jeunes, c'est retour à la métaphysique. Alors, on peut avoir des Bergsoniens, on peut avoir un retour à Louis Lavelle, etc. Mais alors, surtout, pas faire de la phénoménologie. Bon, en fait, c'est plus un combat entre spiritualisme et phénoménologie. Alors, pourquoi la métaphysique est importante pour moi? Puisque j'y reviens moi-même. Ce qui est important dans la métaphysique, c'est que la métaphysique fait droit à des concepts que la phénoménologie a voulu oublier. Je prends un concept qui pour moi est très important, par exemple, qui va être très présent dans mon prochain livre, La chair de Dieu, le concept d'âme. Le concept d'âme est un concept métaphysique, l'âme, essentiel à la philosophie et à la théologie. Car si vous n'usez pas du concept d'âme, vous ne pouvez pas parler de l'état intermédiaire de l'homme entre la mort et la résurrection. Et c'était un débat entre Joseph Ratzinger et Gerschalk, et qu'on a même demandé à Joseph Ratzinger de revenir vers le concept d'âme. C'était la doctrine pour la congrégation de la foi. Bon, donc la métaphysique est importante, elle est importante. Maintenant, je vais vers le fin fond de votre question, la tradition florissante de la scolastique et de la néoscolastique. Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous pour dire qu'il y a une tradition scolastique et néoscolastique florissante. Mais la question qui se pose aujourd'hui, et je vous la pose, c'est doit-on répéter
la scolastique ou la métaphysique dans les termes qu'elle utilisait alors, ou doit-on adopter le geste de la scolastique ou de la métaphysique? Je m'explique. Je donne un exemple. Quand Thomas d'Aquin, je reviens à Thomas d'Aquin puisque vous me parlez de la scolastique, quand Thomas d'Aquin, à l'ouverture du Contra Gentiles, dit que avec les juifs et les hérétiques, nous avons une écriture en commun. Donc on peut discuter. Mais il explique qu'avec les gentils, c'est-à-dire avec les mahométans et les païens, les autres sont gentils, mais qu'avec les mahométans et les païens, nous n'avons pas d'écriture en commun. Et Thomas d'Aquin dit, nous sommes obligés, nous devons recourir à la raison naturelle pour comprendre et réfuter les arguments des mahométans et des païens. Ce recours à la raison naturelle, vous pouvez l'interpréter de deux façons. Soit vous dites que le recours à la raison naturelle, c'est simplement le moyen pour Thomas d'Aquin d'aller vers Dieu, un des moyens possibles. Soit vous dites, et c'est ça qui est important, que le recours à la raison naturelle pour Thomas d'Aquin, c'est un moyen pour chercher quelque chose de commun entre tous les hommes. Ce que je vous explique, c'est quand on n'a pas d'écriture en commun, comment discutons-nous avec ceux qui ne pensent pas comme nous? Oui, c'est ça le problème. Mais ce problème, ce n'est pas simplement le problème d'aujourd'hui. C'était déjà le problème de Thomas d'Aquin. Quand on n'a pas de texte en commun, comment discutons-nous ensemble? Eh bien, Thomas d'Aquin, en reprenant Aristote, trouve un en commun qui est la raison. L'homme est un animal raisonnable, donc l'en commun de la raison est nécessaire. Et c'est à partir de cet en commun qu'on va pouvoir parler de l'écriture et de Dieu. Eh bien, moi, je vous dis qu'aujourd'hui, nous devons faire comme Thomas d'Aquin. Et pour tout vous dire, mais humblement, j'épouse exactement son geste. C'est-à-dire, non pas répéter Thomas d'Aquin, parce que Thomas d'Aquin, je crois qu'il n'aurait jamais répété personne, ni lui-même. Voilà. Donc, non pas répéter Thomas d'Aquin, mais faire comme Thomas d'Aquin, c'est-à-dire se demander qu'avons-nous aujourd'hui en commun entre tous les hommes, les croyants, les non-croyants, les païens, les musulmans? Qu'avons-nous en commun? Eh bien, ce que nous avons en commun aujourd'hui, ce n'est plus la raison. Alors, vous pouvez le regretter, hein, mais depuis Freud, depuis Nietzsche, depuis Karl Marx, les maîtres du soupçon, nous n'avons plus la raison en commun. Qu'est-ce que nous avons en commun? Ce que nous avons en commun aujourd'hui, c'est la finitude. C'est ce que dit Michel Foucault. La figure de l'homme moderne est déterminée par la finitude. Il dit ça dans Les mots et les choses, l'analytique de la finitude. Eh bien, si ce que nous avons en commun aujourd'hui, c'est la finitude, nous devons faire comme Thomas d'Aquin, c'est-à-dire analyser cet en commun et montrer comment la foi chrétienne peut l'assumer et le transformer, ce que j'appelle métamorphose de la finitude. Comment aujourd'hui pouvons-nous faire de l'angoisse de la mort ce qui est l'en commun de tous les hommes, et comment le christianisme assume et transforme cet en commun? Donc, je vous réponds simplement en vous disant que le retour à la métaphysique, c'est-à-dire aux concepts les plus classiques de l'histoire de la philosophie et de la théologie, qui sont nécessaires. Je ne suis pas du tout d'accord avec Heidegger pour supprimer certains concepts, remplacer le concept de nature par le concept de monde, remplacer le concept d'âme par le concept de chair. Non, je ne dis pas qu'il faut supprimer, mais le retour à la métaphysique doit se fonder sur le geste métaphysique de Thomas d'Aquin. Et le geste métaphysique de Thomas d'Aquin, ce n'est pas un geste d'abord vertical, c'est un geste horizontal qui cherche une communauté d'humanité.
Et donc, de même que Thomas d'Aquin a cherché une communauté d'humanité dans la raison pour transformer le statut de la raison à la lumière de la foi, de même, je cherche aujourd'hui un nom commun de l'humanité dans la finitude pour transformer la finitude à la lumière de la foi. Vous voyez? Donc voilà, je suis un scolastique, j'enseigne la philosophie de l'école et je ne cesse de faire des textes sur Thomas d'Aquin et je projette un jour un livre sur Thomas d'Aquin. J'ai beaucoup écrit sur Thomas d'Aquin. Mais un Thomas d'Aquin fidèle à son geste et non pas simplement fidèle à ces concepts qui sont contextualisés, ce que Thomas d'Aquin savait très bien et ce que, par exemple, Marie-Dominique Chenu ou Étienne Gibson ont parfaitement montré. Voilà. C'était très long comme réponse, mais je tenais à vous faire une réponse longue parce que c'est une question très importante et difficile. Merci, merci beaucoup, professeur. Voilà, vous avez compris parce que vous parlez parfaitement français, donc vous m'avez déjà compris. Nous traduisons pour les autres. Ah, je ne vous vois pas le traducteur. Il est où le traducteur? Moi aussi, professeur. Mettez-vous sur l'autre fauteuil. OK. Sinon, je ne vous vois pas. Voilà, là, je vous vois. Tout à l'heure, je vous voyais. Ah, voilà, c'est la caméra qui a changé. Voilà, c'est bon là. OK. Alors, traduction brève et rapide, j'espère. Oui. La questione di Salvatore è molto importante per il professore. La prima cosa che dice è che cosa intendiamo quando parliamo di metafisica. Lui parte proprio da quello che ha scritto nel libro, dall'etimologia metaphysis, che intende come la traversata della physis. È una traversata in cui c'è patimento, c'è il patire, un attraversare la natura per trasformarla. Lui dice che l'idea heideggeriana dell'andare oltre, del passare, cioè dépassement, questo è il termine francese, della metafisica, andare oltre la metafisica, è essa stessa già superata, cioè il superamento della metafisica per Heidegger è per lui, per il professore Falk, già superata. Ed è questo che lui chiama nel libro il superamento del superamento. Dice che lui ha ricevuto una formazione in cui è stato insegnato a lui proprio questo sempre superare la metafisica. L'idea era che l'ontologia non esiste. Questa è la formazione che lui ha conosciuto. E oggi in Francia c'è, secondo lui, un ritorno a questa idea, ma un ritorno in un altro senso, cioè quelli che fanno metafisica sono oggi più violenti di quanto erano i fenomenologi. Quello che hanno subito lo rendono ancora in modo ancora più violento e dice che la metafisica però è importante, non può essere tralasciata. È importante perché mette a fuoco dei concetti che la fenomenologia tende a dimenticare. E questi concetti, uno di questi concetti è il concetto di anima. L'anima, per il professore Falk, non può essere tralasciato, perché senza l'anima non riusciamo a comprendere, per esempio, il concetto di stato intermedio. E tutta questa discussione su cui si sono imbattuti sia Ratzinger che Gresciak. È d'accordo con Salvatore Teresi dicendo che sì, oggi la scolastica c'è, rinasce, c'è una fioritura di questa scolastica, però la grande problematica, la questione per il professore Falk è se dobbiamo ripetere o riprendere la scolastica negli stessi termini che lei utilizzava, oppure dobbiamo riprendere il suo gesto, e qui ho insistito proprio sul modo
di fare. E ha preso l'esempio di Tommaso d'Aquino, siccome parliamo di scolastica, l'esempio più bello è quello di Tommaso d'Aquino, che diceva che con i gentili, no, prima con gli ebrei in realtà abbiamo una scrittura in comune, ma con i gentili e con i maomettani non abbiamo una scrittura in comune. Però dobbiamo ricorrere alla ragione naturale in questo caso. E lui dice, di fronte a questo atteggiamento possiamo pensare due cose. Per Tommaso d'Aquino la ragione naturale è un modo per andare verso Dio, una strada, una via, uno strumento, una via verso Dio. Oppure possiamo anche pensare che la ragione naturale sia un modo di cercare una scrittura comune. Lui ha parlato dell'incomune, come lo dice bene nel libro, l'incomune della ragione. Questo incomune della ragione, per il professore Falk, è necessario ed è ciò che c'è da fare oggi. Cioè non ripetere Tommaso d'Aquino pedissequamente, però fare come lui ha fatto e cercare questo in comune. E quindi l'incomune oggi per il professore Falk non è la ragione, non è quello che ci mette tutti allo stesso livello, ma è la finitudine, come pensava Michel Foucault. E quindi il compito oggi è di fare sì che sia trasformata questa ragione, questo in comune, ed è questo che significa appunto il concetto di metamorfosi della finitudine. Il gesto metafisico di Tommaso d'Aquino è dunque centrale per noi, è un gesto, secondo il professore, non verticale ma orizzontale, e quindi trasformare la finitudine alla luce della fede, è quello che lui come scrittore ha fatto. La risposta era lunga, ha detto, però era necessaria. Très bonne traduction.